Je suis ravie de vous accueillir ce matin à ce séminaire sur le sujet du nouveau calendrier de déploiement des contrôles aux frontières. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir Loïc Chavaroche, directeur qualité, sécurité, sûreté, environnement et RSE, et Chief Brexit Officer du groupe Stern, ainsi que Philippe Girard, directeur général de JCB. Loïc, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, nous allons parler du Brexit, entre autres des reports des échéances, qui est une des nouveautés actuelles, et un petit peu aussi des problématiques liées aux incoterms qui sont un vrai souci de fond depuis le début du Brexit et qui sont encore des soucis que nous trouvons aujourd'hui. Très brièvement, le groupe Stern, en quelques mots, nous sommes transporteurs, commissionnaires, nous sommes aussi commissionnaires en douane, donc nous avons des déclarants en douane, nous avons des transitaires aériens, des transitaires aussi ferroviaires, vu que nous spécialisons fortement actuellement sur la route de la soie, c'est-à-dire les transits entre la Chine et l'Europe vers la Chine en fer. Donc, les procédures britanniques, rapidement, nous avons eu aujourd'hui un report généralisé de l'ensemble des procédures et l'ensemble du déclenchement du Brexit, enfin pas du Brexit, pardon, des procédures douanières. Depuis le début janvier 2021, l'ensemble des opérateurs économiques réalisent des déclarations en douane et doivent posséder un numéro EORI, connaître la nomenclature de la marchandise et leur valeur en douane. Chaque jour, nous continuons à voir arriver des nouveaux opérateurs sur le secteur UK qui ne connaissent pas forcément la nomenclature, leur valeur en douane. Ça semble évident, ça semble extrêmement basique, mais c'est quand même un vrai manque aujourd'hui. On a encore des nouveaux opérateurs qui arrivent sur le marché. En janvier 2021, on devait, et on a d'ailleurs toujours actuellement, des exigences de base en termes de douane, tenue des registres pour les marchandises importées côté anglais, 6 mois pour remplir les déclarations en douane, c'est ce qui était prévu à l'origine. C'est qu'on va voir juste un petit peu plus loin que ça va s'allonger. Possibilité de différer le paiement des droits de douane, donc des droits et taxes, et des taxes afférentes, et des déclarations complètes ou simplifiées en fonction des produits pour différents types de marchandises très spécifiques qui étaient entre autres les alcools et les tabacs. Et toujours point de contrôle, des points de contrôle physiques au lieu de destination et non pas au lieu d'entrée. En juillet 2021, dorénavant, nous avons l'obligation d'utilisation du GVMS. Le GVMS, c'est le logiciel anglais de surveillance des flux qui va être requis pour l'ensemble des mouvements import, export, transit. C'est la seule chose qui reste sur le programme d'origine, parce que ce qui doit se faire dans la ligne d'après, en octobre 2021, normalement, devait se faire en mois de janvier. Donc GVMS, c'est le nouveau logiciel anglais. Nous commençons à avoir les premières présentations de fonctionnement du GVMS. On a eu une démonstration la semaine dernière. C'est un logiciel qui a l'air de fonctionner à peu près efficacement. Et en anticipation de l'arrivée de ce logiciel-là au 1er juillet, l'État anglais a retiré le système qui s'appelait le Kent Access Permit, qui était une obligation pour les poids lourds traversant le Kent de s'auto-déclarer sur un système informatique. Ce système-là a été désactivé il y a maintenant une dizaine de jours. Dorénavant, le GVMS va prendre le pas et va nous permettre de tout déclarer dessus. À partir d'octobre 2021, ce qui devait être fait normalement en juillet, on a un décalage jusqu'en octobre, pré-notification et transmission de la documentation sanitaire pour tous les produits d'origine animale, viande, aliments pour les animaux de compagnie, lait, miel, ovoproduits et les produits végétaux dits réglementés. Alors, les produits végétaux réglementés, c'est certains produits que les Anglais ou que les Européens ne souhaitent pas voir arriver sur leur territoire. Là, on est vraiment côté anglais. L'ensemble de ces procédures fonctionnent déjà côté européen à plein depuis le début du Brexit. Donc, ces opérations-là de pré-notification en octobre, elles ont été décalées parce que nous avons observé très clairement des problématiques côté anglais au niveau des importations et entre autres au niveau du contrôle des produits d'origine animale. Donc là,
vrai décalage sur octobre. Le plus gros des décalages vient sur janvier 2022, avec l'ensemble des obligations qui devaient être faites sur juillet et sur octobre qui seront totalement en place en janvier 2022. Donc, on a un décalage de plus de 6 mois dans le fonctionnement. Déclaration complète de sûreté, déclaration douanière d'importation non différée. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, vous vous souvenez, on avait droit à l'origine qu'à 6 mois pour déclarer à partir du 1er janvier, donc jusqu'au 1er juin, pour déclarer ses importations. Et maintenant, on a décalé cette opération-là d'1 an. Donc, ça donne beaucoup plus de flexibilité aux sociétés britanniques, côté anglais, pour faire leurs opérations d'importation. Alors, c'est important pour les sociétés françaises qui se sont créées récemment en UK pour faire des imports. Donc, elles ont un petit peu plus de délai pour mettre en place l'ensemble des opérations douanières et aussi pour créer les cautionnements s'ils ont besoin d'avoir des cautionnements. Soumission donc des déclarations supplémentaires non différées. Donc, vous devez absolument faire l'ensemble des déclarations à l'entrée. L'obligation de faire les déclarations de sûreté et sécurité pour tout ce qui est importation et contrôle physique pour tout ce qui est produits d'origine animale et les produits dits phytosanitaires. Contrôle physique sur les plantes à haut risque au poste de contrôle frontalier plutôt qu'au lieu de destination. C'est entre autres une des raisons du report. Les infrastructures n'étaient pas prêtes, ce qu'en France nous appelons les CIVEP, qui sont les centres de contrôle sanitaire, n'étaient pas prêts côté UK sur les points d'import. Donc, on a un décalage. Et notification préalable des contrôles documentaires, y compris phytosanitaires, c'est-à-dire que l'exportateur, celui qui va exporter vers UK, aura obligation de déclarer dans le système informatique GVMS l'ensemble des documents pour, entre autres, l'importation de produits végétaux et de produits phytosanitaires, y compris pour les végétaux à faible risque. Parmi les végétaux à faible risque, on va avoir par exemple certaines semences. Une petite évolution aussi au niveau du cas des produits vitivinicoles, le formulaire VI-1. Donc, suite à la prolongation de la période dérogatoire, ces certificats ne sont pas requis pour l'importation des vins jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, je vous ai mis des liens, Catherine vous fera passer les slides. Vous avez tous les liens vers les textes anglais actuellement en vigueur pour l'ensemble de ces cas-là. Les produits biologiques. Donc, pour le cas des produits biologiques, vous devez avoir un certificat d'inspection qui s'appelle un COI. Et temporairement, les produits biologiques importés depuis l'Europe, la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et ensuite vers la Grande-Bretagne ne nécessitent pas d'inspection COI jusqu'au 1er janvier 2022. Ça devait être aussi applicable à partir du mois de juin. Donc, ça donne un petit peu plus de temps. Concernant l'import de produits biologiques sur le territoire français, on avait une grosse problématique à Calais qui vient d'être corrigée. Jusqu'à maintenant, Calais n'était pas autorisé jusqu'au mois dernier, n'était pas autorisé à contrôler les produits biologiques. Donc, on a été obligé de basculer sur le Havre. Aujourd'hui, ça y est, Calais a reçu l'autorisation de contrôle des produits biologiques, ce qui simplifie fortement les importations de produits biologiques en Europe. Quelques dernières petites modifications qu'on a eues, que nous avons eues au cours de la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui peut aussi concerner fortement les sociétés françaises ou anglaises. D'abord, un report des droits de paiement et des taxes douanières. Donc, la législation nationale a été légèrement modifiée côté UK pour permettre aux opérateurs non établis au Royaume-Uni de demander un compte de report des droits et reporter le paiement de la taxe douanière ou fiscale lorsqu'ils importent de la marchandise au Royaume-Uni ou qu'ils la libèrent des marchandises d'un entrepôt d'assises. Alors ça, c'est intéressant pour les sociétés françaises et les sociétés européennes non établies en UK. Elles ont aujourd'hui certains avantages qui avant n'étaient accessibles qu'aux sociétés établies en UK. Vous avez l'ensemble des liens juste en dessous pour pouvoir faire vos demandes. Elles sont quand même assez complexes et il y a quelques petites obligations complémentaires. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails là, mais vous pourrez voir sur les liens. Si un opérateur n'est pas établi et ne sont pas éligibles pour demander une dispense de droit, ils devront dans ce cas-là fournir une garantie financière auprès d'une institution établie au Royaume-Uni pour mettre en place un prélèvement automatique. C'est le système de la caution douanière que nous avons en Europe depuis déjà plusieurs années. Donc,
je vous conseille de vous rapprocher, pour ceux qui en ont besoin, de l'administration anglaise pour mettre en place l'ensemble de ces modalités-là. On a aussi une grosse évolution de des modalités de calcul de la TVA sur l'importation, alors sur, entre autres, les œuvres d'art, antiquités, objets de collection, qui ont droit à une évaluation réduite de la TVA à l'import. Alors, il n'y a pas que ces articles-là, je vous ai pris les principaux. La liste est assez importante. Vous avez le lien toujours au bas du slide. Vous verrez, il y a certains produits qui sont étonnants dans les réductions d'import. Vous avez une nouvelle formule de calcul. Alors, elle n'est pas encore totalement reprise dans les logiciels. Elle est en train d'être déployée. Donc, c'est le rôle de votre déclarant en douane côté anglais de faire valoir cette modalité-là de baisse de calcul, de modification de calcul de TVA, et donc d'avoir des économies sur ce point-là. Ensuite, dernière grosse évolution, l'exonération de la TVA pour les biens britanniques qui retournent en Grande-Bretagne après un séjour temporaire en Irlande du Nord. Donc là, c'est un cas qui paraît anodin, mais en fait, il est extrêmement important par exemple, pour les loueurs, pour d'autres activités équivalentes. Donc, c'est un régime spécial d'exonération de TVA pour ces marchandises-là. Donc, peu ou pas de procédures douanières à mettre en place. Donc là-dessus, nous travaillons avec le protocole nord-irlandais qui est toujours en actualité. Donc vous pouvez regarder le lien au bas du slide. Ça simplifie quand même la tâche sur certains flux Irlande du Nord, Angleterre. Si vous avez des questions, j'y répondrai à la fin, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Un petit rappel avant d'entrer dans les incoterms, par rapport au retour d'expérience, après vous présentera Philippe Girard de JCB. Un petit rappel très rapide sur les rôles des transporteurs, des commissionnaires et des représentants en douane. On observe, je ne suis pas le seul, avec plusieurs de mes confrères, un amalgame au travers du rôle de chacun de ces grands métiers-là, en étant à la fois transporteur, commissionnaire et représentant en douane, nous n'avons pas l'ensemble, enfin nous avons des rôles et nous avons des obligations spécifiques. Ça, je vais vous les présenter très brièvement. Donc le transporteur, c'est un prestataire de service. Son but, c'est faire une prestation dont l'objet est de déplacer de la marchandise d'un point A vers un point B. Le commissionnaire, lui, c'est un prestataire qui va organiser un transport en utilisant des tiers et en prenant le risque pour son compte d'utiliser des tiers pour déplacer ces marchandises-là. Les commissionnaires et les transporteurs présentent des documents fournis par leurs clients ou par le déclarant en douane de leurs clients ou par leur commissionnaire en douane. Et on n'est pas responsable vis-à-vis de l'administration douanière des erreurs ou omissions présentes dans les documents douaniers. Ça, c'est extrêmement important. Le transporteur a des documents, il les présente, il les scanne, il est responsable s'il fait une erreur de scan, mais s'il ne fait pas d'erreur, ce n'est pas de sa responsabilité. Si quand les douanes ouvrent la marchandise, trouvent des marchandises qui ne doivent pas être à l'intérieur, ce n'est pas de la responsabilité du transporteur ou du commissionnaire. Et ils ne peuvent pas représenter le client lors d'un contrôle douanier. Donc, je reviens sur la grande explication que j'avais donnée il y a quelques mois. Le commis en douane, c'est celui qui va vous représenter au niveau des passages en douane. Donc, pensez à avoir des commis en douane, vous ou votre commissionnaire en douane, sur les ports français et les ports anglais. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de commis en douane sur la zone France. Ça va manquer côté anglais. Et quand on va mettre en place les contrôles à l'exportation côté anglais, donc sur janvier 2022, on va absolument avoir besoin de commis côté anglais. Donc ça fait vraiment partie des éléments qui vont nous manquer dans les mois qui viennent. Et ils ne sont pas responsables des choix des incoterms. L'incoterm, c'est une relation commerciale qui va définir le choix de l'incoterm. Le représentant en douane, c'est une personne qui est enregistrée, qui est un professionnel du dédouanement. Il va être votre intermédiaire entre un exportateur, un importateur et une administration douanière. Il va uniquement, même si c'est important, vérifier vos documents transmis pour s'assurer qu'ils correspondent bel et bien à ceux exigés par la documentation douanière. Ils vont réaliser les procédures administratives pour votre compte. Ils vont appliquer les droits et taxes en fonction des marchandises et ils vont faire exécuter les contrôles par une personne habilitée, c'est-à-dire ce qu'on appelle un commis en douane. Il peut vous accompagner dans le choix des incoterms
en relation avec les opérations qui lui sont confiées et exclusivement sur la partie transport et logistique. Le choix de l'Incoterm, c'est vraiment une négociation commerciale et ça ne doit pas être négligé. On a fait dernièrement un webinaire avec ICC sur ce sujet-là, la Chambre de commerce internationale, sur l'importance du choix des Incoterms. Aujourd'hui, les Incoterms sont trop souvent négligés dans la relation commerciale et donc génèrent des problématiques de gestion et des problématiques de déclaration. Quelques petites informations sur l'Incoterm. Nous avons des gros problèmes avec deux grands Incoterms, l'Exworks et le DDP. Donc, l'acheteur s'occupe de tout en Exworks et le vendeur s'occupe de tout en DDP. Non, c'est faux. Ce sont vraiment des idées reçues. Et il y a aussi souvent des confusions entre l'acheteur paye le transport, c'est de l'Exworks, et le vendeur paye le transport, c'est du DDP. Non, il existe d'autres choix d'Incoterms. Je vous conseille, si vous avez des doutes sur le choix des Incoterms, vous vous rapprochez de chez ICC ou des spécialistes Incoterms. Il y en a sur le secteur qui vont pouvoir vous aider à mieux choisir cet Incoterm-là. Il n'existe pas d'Incoterm totalement interdit. On vous conseille juste de limiter l'usage, surtout si vous êtes un primo-exportateur de l'Exworks et du DDP. C'est surtout une négociation commerciale et c'est ce qui va permettre de réaliser les opérations de dédouanement et le paiement des coûts de transport ne sont qu'une composante de ces facteurs-là. Pour rappel, l'Incoterm ne se substitue pas aux autres réglementations. Si vous expédiez en Exworks, ça ne vous exonère pas de trouver un emballage adapté au transport et de constituer l'ensemble de la documentation nécessaire pour préparer votre exportation. Par exemple, si vous devez fournir des certificats d'origine, si vous devez fournir des certificats de conformité à certaines normes, c'est clairement le rôle de l'exportateur de les fournir. Et sans ça, nous ne pourrons pas réaliser l'opération douanière. Juste pour rappel, en France, nous avons une réglementation spécifique pour les envois de moins de 3 tonnes 5, de moins de 3 tonnes et de plus de 3 tonnes concernant le calage et l'arrimage. Même si l'Incoterm prévoit d'autres activités, d'autres définitions, le droit du transport français prévaut sur le territoire français. Donc pour les envois de moins de 3 tonnes, le chargement et le calage sont exécutés par le transporteur. Et si plus de 3 tonnes, le chargement, le calage et l'arrimage sont exécutés par l'expéditeur. Donc ça, c'est vraiment des choses extrêmement importantes à s'en souvenir. Peu importe l'Incoterm, le droit français s'applique. Avant de passer la parole dans quelques minutes à Philippe Girard, quelques constats complémentaires sur les Incoterms. Donc, on observe encore aujourd'hui l'usage massif des Incoterms Exworks et DDP pour les échanges avec le Royaume-Uni, essentiellement pour les primo-importateurs et primo-exportateurs. Et pourquoi est-ce qu'on observe ça? Parce que globalement, on a une véritable méconnaissance de l'Incoterm. Et ça génère un ralentissement dans le traitement des déclarations en douane. Et les représentants en douane doivent analyser les clauses du contrat pour guider leurs clients. Ça ne fait pas partie des responsabilités du représentant en douane que de lire un contrat commercial pour trouver une solution pour le client. Et l'Exworks et le DDP entraînent une augmentation du risque de non-paiement des droits et taxes pour les RDE. Pourquoi ce point-là? Parce que le représentant en douane, qu'il soit en France ou en UK, va devoir avancer les frais, droits et taxes sur les importations, vu qu'en Europe, elles sont valables dès le passage de la frontière, et que dans certains cas, ne connaissant pas les opérateurs, entre autres les primo-importateurs et les primo-exportateurs, nous avons régulièrement des problématiques de paiement des droits et taxes que nous avons avancés. C'est pour ça que quand vous êtes aujourd'hui un primo-importateur et primo-exportateur, il est parfois difficile de trouver un représentant en douane, surtout avec un Exworks en DDP. Et la communication avec les exportateurs UK complexifie la collecte des documents, vu que par contre en UK, on a énormément de primo-exportateurs qui fournissent pas forcément tous les documents pour faciliter les réalisations et les déclarations. Ensuite, les opérations douanières sont complexifiées avec l'utilisation de l'Exworks et du DDP quand les acheteurs ou les exportateurs n'ont pas de représentation fiscale dans le pays d'exportation ou d'importation. Par rapport à la représentation fiscale, vous avez des sociétés spécialisées dans la représentation fiscale. Le transporteur, le commissionnaire en douane, ce n'est pas son métier, la représentation fiscale. Donc,
vous devez, si vous avez ces problématiques-là en France ou en UK, vous rapprocher de sociétés spécialisées. La Chambre a une liste de partenaires, une liste de sociétés qui font partie de la Chambre, qui sont spécialisées dans ces opérations-là en représentation fiscale. Plus dangereusement, on a observé des choses assez étonnantes avec des vendeurs qui ont refusé d'assister les acheteurs pour une vente en export, pour les procédures douanières d'exportation. Donc aujourd'hui, on a toujours la marchandise qui était bloquée en UK et on continue à l'observer. Nous, dans nos cas, on l'a eu pas plus tard que la semaine dernière. Et des acheteurs refusent d'assister des vendeurs en cas de vente en DDP pour la réalisation des procédures douanières d'importation. Donc, quelle est la conséquence de ces refus d'aide? On va bloquer des marchandises, on va bloquer des véhicules et surtout, on ne va pas pouvoir vous livrer, soit vous ou vos clients. En dernier point, l'utilisation massive des DDP complexifie la gestion de la procédure douanière sur le régime des retours de la marchandise, ce qu'il ne faut pas le négliger. Nous sommes bientôt à 6 mois du Brexit. Nous avons des phénomènes de retour de marchandises dans le cas des régimes spéciaux, à la fois pour le SAV ou autre. Et si, en fonction de la procédure qui a été réalisée, c'est extrêmement compliqué de rapprocher et de ramener cette marchandise-là sur le territoire d'origine. Et ça entraîne souvent une immobilisation de l'unité de transport. Voilà ce que j'avais à dire ce matin et je vais passer la parole à Philippe Richard et je répondrai, Philippe Girard et je répondrai aux questions complémentaires à la sortie. Bien, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation. En quelques mots, donc, je suis Philippe Girard, riche des opérations donc, France de l'entreprise JCB. Alors, juste en quelques mots, JCB, constructeur britannique. Nous sommes le 3e constructeur mondial de matériel d'équipement et les machines que vous voyez en photo, nous en fabriquons et commercialisons un petit peu plus de 100 000 par an, pour vous donner un petit peu l'échelle. Donc, en ce qui nous concerne, nous, nos missions en France, nous sommes filiales à 100%. Si on peut passer la slide d'après, Loïc, merci. Donc, nos missions en France, en fait, nous sommes filiales à 100% du groupe britannique. Donc, on travaille en famille, comme on dit. Nos missions, nous, c'est de commercialiser des matériels. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 280 millions d'euros de flux. C'est 4000 machines par an. Et pour le symboliser, c'est 2000 remorques, 2000 camions, puisqu'on met en moyenne de machines par camion. Nos machines pesant unitairement à peu près 8 tonnes. Voilà. Donc ça, c'est la première activité et c'est celle où le flux est probablement le plus simple. Par contre, nous avons 2 autres activités. Une activité après-vente. Donc l'activité après-vente, ça veut dire que nous avons à peu près en France, nous-mêmes et nos concessionnaires, environ 1000 techniciens qui réparent les machines et qui entretiennent les machines. Donc ça fait partie de notre job. Et pour ce faire, on a un service pièces de rechange. Et donc, ce qu'on appelle les pièces de rechange, et c'est là que je vais un petit peu focaliser, même si je suis loin d'être un spécialiste comme Loïc, mais je vais vous faire un petit retour d'expérience. Donc, la pièce de rechange, pour nous, c'est un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros, et l'obligation que nous nous fixons, c'est de servir nos clients le lendemain matin. Donc, vous comprenez que les flux et je dirais la fluidité d'approvisionnement des pièces depuis l'Angleterre et puis ensuite, évidemment, chez nos clients est quelque chose de crucial parce que si on décroche sur ce chiffre de 93% de livraison le lendemain matin avant 8 heures sur l'ensemble du territoire français, en conséquence, ce sont des clients qui sont insatisfaits, des clients qui ne peuvent pas soit entretenir, soit réparer leur machine. Et je rappelle que ce sont des biens d'équipement et des outils de production bien généralement. Donc, c'est ce à quoi on met beaucoup d'attention. Et pour le relativiser, c'est à peu près 60 camions qui sont en flux depuis notre unité de Sarcelles tous les jours. Voilà. Donc, sur la prochaine slide, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, effectivement, de la pièce de rechange. Donc, pièce de rechange, on a une complexité, c'est que, bien entendu, nous dépendons de la maison mère qui est basée dans les Midlands en Angleterre, mais que nous gérons depuis Sarcelles 2 entrepôts de stock et de distribution et de logistique pour la pièce de rechange. L'un étant situé à Sarcelles, au nord de Paris, là où je suis, et le second étant situé à Pilsen, en République tchèque. Pardon. Donc, pour situer Sarcelles, c'est à peu près 43 000 références en stock, 3 millions d'euros de stock, et c'est à peu près 6 camions
qui rentrent tous les jours, donc des camions qui viennent en provenance d'Angleterre, 3 pour servir ce que l'on appelle l'urgence et 3 pour restocker. D'accord ? Donc, nous avons, depuis le début du Brexit, considéré donc, la zone de Sarcelles comme étant donc, LADT. Et donc, contrairement aux premières semaines où on avait un petit peu de perturbation, puisque certains camions se faisaient arrêter sur l'autoroute entre le tunnel sous la Manche et Sarcelles, aujourd'hui, les camions viennent de façon donc, tout à fait fluide à l'entrepôt de Sarcelles. Pour situer, nous, il faut que les camions soient là à 7 heures du matin pour qu'on les ait déchargés dans la matinée et qu'on ait restocké les pièces et qu'on puisse les redistribuer avant 17 heures le soir. Donc, c'est très, très important de ne pas avoir des camions qui arrivent à 11 heures du matin au lieu de 7 heures parce que ça perturberait tout l'ensemble. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est également donc 35 emplois plein temps ici sur Sarcelles. Et depuis le début de l'année, on a dû jongler. Alors, ça commence à se stabiliser, mais on a dû jongler parce que dès lors que le camion arrivait à 9 heures au lieu d'arriver à 7 heures, il fallait absolument réorganiser les équipes. On a dû faire des équipes. Alors, je ne vous parle pas de l'histoire du Brexit, du Covid qui est venu se mettre là-dessus, mais il a fallu jongler avec des équipes qu'on a fait travailler jusqu'à 22h30 le soir pour être prêt le lendemain matin. Enfin bref, aujourd'hui, c'est revenu à la normale. Les camions arrivent effectivement vers 7 heures du matin. Nous avons potentiellement quelques contrôles douaniers, mais c'est extrêmement rare sur le quai ici pour venir checker la marchandise. Et donc, nous, les marchandises sont importées sous le régime, ce qu'on appelle T1, et avec le logiciel Smart Border. Donc, on travaille avec ça. Quant au... Et pour vous donner un ordre d'idée, ça représente à peu près 2800 lignes par jour de traitement. Une ligne étant une référence. Le deuxième magasin donc, sur lequel j'ai de la responsabilité, c'est à Pilsen. Là, c'est 27 000 références, un petit peu moins de références, 2 camions de restock par jour. Et là, donc, toutes les marchandises sont importées sur le régime T1. Donc, c'est 17 personnes full-time. Alors, je précisais, je le disais hier à Loïc, c'est que Loïc, nous, on a voulu, je dirais, se donner toutes les chances vis-à-vis des institutions pour faire des documents qui soient le plus propres possible. Force est de constater qu'aujourd'hui, sur Sarcelles, on a été obligé d'embaucher une personne supplémentaire full-time pour, évidemment, traiter de ces aspects administratifs. Et ça va être présenté sur la prochaine slide. Donc, sur la prochaine slide, en fait, j'ai voulu résumer quels étaient nos challenges ou quels ont été nos challenges depuis le début de l'année. Le premier challenge, il y a eu, à mon avis, un manquement dans le renouvellement des autorisations, ce qu'on appelle les catégories 1, catégorie 2. Donc, nous, nos machines pèsent grosso modo, allez, on va dire, entre 800 kg et 50 tonnes. La majorité étant autour de 8000 kg, 8 tonnes. Et donc, le fait de ne pas avoir renouvelé dans les temps les autorisations catégorie 1, catégorie 2, nous a imposé, à notre grande surprise, ça doit être mi-janvier, de complètement changer le flux de machines et donc de le passer en RoRo. Ce qu'on appelle du RoRo, c'est qu'on emmenait les véhicules non pas par 2 ou à l'unité, mais qu'on les emmenait par batch de 40 ou de 80 et qu'on leur faisait prendre le bateau donc jusqu'au Havre. Et donc, vous imaginez la disruption que ça a créé. Donc, nous, on a des flux réguliers puisque nos usines produisent ce qu'on appelle en juste à temps. Donc, on a dû embarquer les machines sur des RoRo, donc perturber quand même l'approvisionnement de matériel en France. En ce qui concerne les pièces de rechange, donc par contre, pour faire court maintenant, cet aspect est terminé, c'est-à-dire que les catégories 1 et catégorie 2 ont été rétablies. A priori, pas grand-chose à voir avec le Brexit, mais bon, tout ça est arrivé concomitamment. Deuxième aspect, en ce qui concerne les pièces de rechange. Donc, les pièces de rechange, il faut que vous compreniez que ce sont des composants de machines qui sont là pour soit faire l'entretien de la machine, c'est le cas le plus courant, soit pour réparer en cas de casse. Donc, il est important de comprendre que nous, ce qu'on manipule comme pièces, ça va de la petite rondelle qui fait 1 cm de diamètre et qui pèse 3,5 grammes, jusqu'à des composants qui font 6 mètres de long, qui sont des vérins, des boîtes de vitesse qui sont des moteurs qui sont sur des palettes et qui pèsent plus d'1 tonne.
Donc, ce sont des matériaux extrêmement différents. Donc, ça va de composants hydrauliques, de pièces métalliques, de pièces en cuivre, de pièces en verre, fragiles, de pièces en plastique, des fluides également, on en parlait tout à l'heure. Et autre caractéristique, nous sommes un groupe mondial, nous avons aujourd'hui 23 usines dans le monde, et donc pas étonnant que même si la majorité de nos machines et de nos composants viennent d'Angleterre, nous avons des usines aux États-Unis, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Chine, et évidemment, on a un certain nombre de composants qui viennent justement de l'ensemble de ces pays. Donc, la complexité douanière pour nous, c'est que dans un camion qui arrive le matin concrètement depuis les Midlands, nous avons à peu près 180 lignes différentes qui nécessitent, je dirais, des traitements individualisés. Alors, je ne suis pas un expert, je le rappelle, mais c'est là que j'ai appris qu'un pare-brise de machine, donc en verre, qui arrive de Chine, selon qu'il mesure plus d'1,20 m ou moins d'1,20 m, ce n'est pas la même référence douanière. Et donc, imaginez que dans un camion, on ait du vitrage pour une cabine. On a du vitrage pour une cabine qui fait plus d'1,20 m devant et moins d'1,20 m sur les côtés. Conclusion, on traite des références douanières très différentes. Et nous n'étions pas, entre guillemets, habitués à tout ça. Donc, on doit s'y mettre. Et on a à peu près, nous, on estime qu'on a, si on fait le tri maintenant de ce qui s'est passé depuis le début de l'année, globalement, on a 5% de nos pièces qui nous posent un petit peu de problème. J'en discutais hier soir avec Loïc. On a un problème, mais qui n'est pas tout à fait nouveau, mais qui est le problème des lubrifiants, des graisses, des huiles hydrauliques, des fluides, qui là, en plus des importations, doit être soumis à la TIPP, donc la taxe sur les produits pétroliers. Et tout ça cumulé, c'est allez, on va dire les mots tels qu'ils sont, c'est un peu le bazar en ce moment. Voilà. Donc, on arrive à gérer tout ça. Alors, avec du recul, je dirais, on est retombé globalement sur une activité normale. Moi, le focus en tant que chef d'entreprise en France, c'était de ne pas avoir de disruption de service, parce que la satisfaction de nos clients, c'est primordial. Et que quand je vous dis 93% des pièces livrées le lendemain matin chez un client partout en France, c'est notre marque de fabrique. C'est-à-dire que si, et clairement au mois de janvier, début janvier, on est tombé à des 80% de pièces le lendemain matin, c'est une catastrophe pour nous. Donc il fallait qu'on revienne à une efficience acceptable et qui corresponde à notre image de marque sur le territoire français. Aujourd'hui, globalement, on y est revenu. Dire que ça ne s'est pas fait avec un certain nombre de difficultés, ce serait mentir. Mais encore une fois, malgré toute la préparation qu'on avait fait, et je peux vous affirmer que dans un groupe comme le nôtre, je dirais des coups d'essai, on en a fait plusieurs fois, on a répété les exercices plusieurs fois, et malgré tout, on s'est bien rendu compte que c'était très, très complexe. Alors, probablement complexe dû à la nature de ce qu'on importe depuis l'Angleterre, à la fois des machines, à la fois des pièces, à la fois des composants, je dirais simples, mais des composants qui ont des provenances extrêmement diverses. Mais bon, petit à petit, ça commence à aller quand même beaucoup, beaucoup mieux. Donc, un message clairement positif et optimiste. J'estime maintenant que c'est derrière nous. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, je ne suis pas un expert en douane, mais je voulais témoigner de cela. Alors, juste pour ceux qui se posent peut-être la question, qu'est-ce que le catégorie 1, catégorie 2? C'était la règle, ce sont les règles applicables pour le transport exceptionnel, c'est-à-dire les poids ou largeurs hors normes, ce qui est le cas dans beaucoup de produits de chez JCB. Et en fait, on a eu un gros problème réglementaire qui s'est présenté début janvier avec une disparition des accords bilatéraux concernant le transport de produits exceptionnels, transport exceptionnel, ce qui nous a bloqué le flux quasiment jusqu'au mois de fin février, début mars, que l'on puisse trouver une solution réglementaire pour pouvoir refaire ces transports-là. Donc, ça a été extrêmement compliqué pour beaucoup d'opérateurs qui transportaient des marchandises hors gabarit. Merci Philippe, merci Loïc.
Est-ce qu'il y a des questions? On a été si clair que ça? Non. Ça a été super clair. Vous avez été brillant même. Baba, tu veux poser une question? Oui, 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 oui. Quel est votre pressenti sur le moral de vos clients avec toutes ces règles, qui sont un peu imposées, enfin, des 2 côtés, les clients français et les clients anglais? La question n'est pas technique, la question est d'avoir, votre avis à vous sur les clients à qui on a imposé, en fait, toutes ces règles. J'avais plus de lassitude côté anglais que côté français. Côté français, on arrive à exporter assez facilement les douanes européennes, qu'elles soient françaises ou françaises, belges et hollandaises. On fait vraiment énormément d'efforts par rapport à ça. Les opérateurs maritimes ont trouvé des solutions aujourd'hui pour l'Irlande et sont en train d'en trouver des nouveaux pour l'Irlande. On commence à avoir des nouvelles lignes maritimes qui sont en train de se créer. On a une Bordeaux-Cork qui devrait arriver prochainement. Donc, là-dessus, les opérateurs français arrivent à s'en sortir. C'est plus difficile pour les opérateurs anglais qui éprouvent beaucoup de difficultés aujourd'hui, en tout cas pour tous ceux qu'on a eu le plaisir d'accompagner, ont beaucoup de difficultés pour exporter sur l'Europe et trouvent ça très difficile. Entre autres, une problématique principale, c'est le fait qu'il n'y ait pas de représentation en France, qu'ils utilisent souvent des incoterms non adaptés, qui se retrouvent à devoir payer des droits et taxes en France ou en Europe, avec des difficultés d'apurement du montant de la TVA et les droits et taxes. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Les Anglais, à mon avis, aujourd'hui, ont beaucoup plus de problématiques pour exporter. Et d'ailleurs, aussi pour importer, parce qu'ils trouvent difficile de mettre en place toutes ces opérations pour ramener la marchandise européenne sur le territoire anglais. Nous, jusqu'aux frontières de l'Europe, on arrive à s'en sortir. Au-delà, c'est plus compliqué. Après, il y a toujours un bémol, c'est les grandes sociétés anglaises qui, de toute façon, exportaient avant le Brexit, exportaient vers les États-Unis, exportaient vers hors de l'espace Schengen, hein, c'est-à-dire aller en Ukraine et autres, qui, de toute façon, étaient rodées, sont entraînées et fonctionnent tout à fait normalement. Merci, merci beaucoup. Il y a un gros changement qui arrive au mois de juillet en termes, entre autres, sur le B2C, qui est la fin des EVN, c'est-à-dire des envois de valeur négligeables. Jusqu'à maintenant, vous envoyez un colis de moins de 20 €, vous ne payez pas les droits et taxes et la TVA. À partir du 1er juillet, c'est fini. Donc, à partir du 1er juillet, les droits et taxes et la TVA est exigible à partir du premier euro de marchandises exportées vers un pays hors de l'espace Schengen. Et là, par contre, on va avoir des problèmes avec beaucoup de sociétés anglaises qui font du B2C, exportation de whisky, par exemple, exportation de produits fabriqués en Angleterre, où là, pour l'instant, ils étaient sous les radars parce qu'ils envoyaient de la marchandise via la poste à des particuliers. Eh bien, c'est terminé à partir du mois de juillet. Donc là, on a un véritable chantier qui va s'ouvrir et qui va être compliqué à gérer d'un point de vue douanier. Alors, ça n'a pas été créé pour les Anglais, hein, ne vous inquiétez pas. Ça a été créé dans le cadre de ce qu'on appelle le paquet chinois, c'est-à-dire l'objectif étant de limiter les flux de marchandises en provenance de Chine via les secteurs tels que Wish ou autres, et donc augmenter les droits et taxes parce que la spécialité de Wish était d'envoyer des multiples colis à moins de 20 € vers le même destinataire, ce qui permettait d'être en dessous du seuil de taxation. Donc ce paquet-là, comme on est dans un marché global et globalisé, ne peut pas être appliqué que pour la Chine. Donc il est appliqué à l'ensemble des pays. D'après ce que vous dites, toutes les ventes en ligne d'hors espace économique européen seront impactées, en fait. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Et donc là, vous serez obligé de faire une déclaration aux douanes. Donc ça va quand même aussi générer des petits coûts. Parce qu'il va falloir quand même que quelqu'un traite l'opération d'exportation et l'opération d'importation dans le pays de destination. Donc là, il va y avoir un coût forcément associé. Et après, il y aura une taxation. Alors, 20% plus les droits et taxes applicables en fonction de l'origine du produit. Donc là, ça va être complexe. Et c'est le mois de juillet, donc c'est demain.
Nous avons une question de Frédéric Leroux. Avez-vous dû modifier vos routes d'entrée, sortie, telles que ports, tunnels? Alors, nous, dans notre cas, clairement, et plusieurs de mes confrères aussi, l'Irlande, on aime bien maintenant passer par le bateau, l'Irlande, la République d'Irlande par le bateau via des FDS qui nous a fait un Dunkerque direct sur l'Irlande tous les jours. On a aussi un Brittany Ferry qui nous permet de dropper directement sur Cork, mais il est au départ de Roscoff, donc ce qui est quand même très loin sur les routes. Mais globalement, cette route-là, c'est bien ouverte. La route de la marchandise dangereuse et entre autres, Philippe en parlait, tout ce qui est produits un peu compliqués, certains produits pétroliers. Aujourd'hui, la route, elle est clairement par le nord de l'Europe, par la Belgique et par les Pays-Bas. Parce que la France, on a du mal à le faire passer sur le marché français, enfin sur les transports départ France. Donc ça, on va vraiment le chercher côté Hollande ou côté Pays-Bas ou côté Belgique. C'est vraiment les gros changements techniques. Après, tous les plans que nous avions prévus pour quitter, pour trouver des solutions, le Brexit s'est quand même très bien passé côté français, il faut être honnête. Côté français, belge et hollandais, on a eu un peu de retard sur certaines zones, mais moins que ce qu'on avait imaginé. Là où on a le plus de problèmes, c'est côté anglais, avec des attentes extrêmement importantes avant d'arriver sur les zones de chargement, les ports ou autres. Donc là, on a les Inland Border Facilities qui parfois ont eu des attentes qui ont atteint plusieurs dizaines d'heures. Donc ça, c'est en train de se résoudre, mais ça a été un peu laborieux côté anglais. Côté européen, rien à dire. Excellent travail des douanes françaises, belges et hollandaises. Et est-ce que le nouveau logiciel là, qui est mis en place va faciliter? Alors là, j'attends de le voir fonctionner. On a vu les tests, on a vu le fonctionnement, mais on n'a pas encore fait de saisie à l'intérieur. On va voir. On va voir, mais c'est encore un logiciel à renseigner. Donc, on va voir si l'interconnexion n'est pas encore totale. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir déjà rencontré. Il faudrait déjà le voir dans ce cas-là. Parce que les présentations, nous avons déjà testé plusieurs logiciels en présentation. Le Quint Access Permit entre le 31 décembre et le 1er janvier. Quand on a commencé à faire des saisies, c'est bizarre, ça ne ressemblait pas du tout à l'environnement de test. Donc, attendons, voyons ce que ça va donner. Mais ça devrait fonctionner. Ils ont quand même beaucoup, le HMRC et les customs ont quand même beaucoup évolué en quelques mois. On voit quand même une vraie évolution technique. Donc, ça devrait fonctionner. On va attendre qu'il fonctionne. Et il y a toujours autant sur certains parkings en Grande-Bretagne, il y a toujours autant de... Ça s'améliore. Alors après, on ne peut pas vraiment... Étonnamment, je pense que le Brexit a aussi quand même bénéficié un peu de l'effet Covid. C'est-à-dire que la baisse de certains flux, on en a quand même tous bénéficié, on a réussi à tous traverser. On aurait eu un Brexit en plein boom d'activité comme ce qu'on a connu il y a quelques années, je ne suis pas sûr qu'on n'aurait pas beaucoup plus souffert. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on a quand même des ralentissements qui limitent. Et le fait d'avoir décalé grandement de 6 mois certaines procédures maintient la circulation de la marchandise côté anglais. Le prochain grand défi côté anglais, ce sera janvier 2022, avec la mise en place de l'ensemble des déclarations et l'ensemble des obligations. Donc là-dessus, il va quand même y avoir un travail extrêmement important côté anglais pour côté des sociétés anglaises pour être prêt au 1er janvier 2022. Et là, par contre, je n'ai pas d'infos, ou on a très très peu d'infos de l'avancée de la communication côté anglais vis-à-vis des PME, PMI et des entreprises pour se préparer au choc des futures mises en place administratives côté anglais. Et ça, je ne peux pas en parler vu qu'on n'a pas d'écho en France. D'accord. On ne voit pas. Donc malheureusement, James est parti du côté de l'ambassade de Grande-Bretagne, mais on leur posera les questions. Il y a ND Aramedim qui pose la question: avez-vous remarqué dans votre secteur des relocalisations d'entreprises britanniques
sur l'Union européenne afin de sauver leur échange? Et si oui, quels sont les pays qui, selon vous, accueillent mieux ces nouvelles activités? La France, la Belgique ou le Pays-Bas? Je vais bien répondre là-dessus puisque nous ouvrons au mois d'octobre, dans quelques mois, nous, pour JCB, un massif entrepôt de pièces de rechange à Amsterdam. Voilà. Donc, par contre, ça ne nuit en rien à l'entrepôt de Paris. Donc ça, c'est un entrepôt complémentaire. C'est-à-dire que, en gros, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a des composants qui sont fabriqués par des industriels européens. En particulier en France, on a une 60aine de fournisseurs et que pour simplifier l'approvisionnement de nos chaînes de production en Angleterre, on a souhaité mettre en place une plateforme européenne qui est in good et out. Donc, entre guillemets, ça va nous servir d'approvisionnement de composants qui vont aller sur les chaînes de production en just-in-time, c'est toujours la contrainte. Et ensuite, ça va nous servir dans l'autre sens d'un entrepôt pour le stockage et le développement de notre activité pièces de rechange. Et on n'a même pas fait l'étude sur la France, ça a été directement sélectionné sur Amsterdam. Et encore une fois, ça ne nuit pas à l'entrepôt France. Je dirais c'est même complémentaire de l'entrepôt France. Donc, jusque-là, ça nous va bien. Merci beaucoup. En fait, si je peux me permettre, vous avez également répondu, vous avez anticipé la seconde question, qui était justement, du coup, si vous vous êtes installé aux Pays-Bas, si cela s'est fait justement sur des critères particuliers en comparaison avec la France. Mais je crois comprendre qu'il n'y a pas eu d'études sur la France. Est-ce qu'il y en a eu, par exemple, sur d'autres pays de l'Union européenne ou bien c'est directement… À ma connaissance, c'était directement la Hollande. Parce que ça correspond du moment où c'est pour avoir, je dirais, exporter les marchandises vers l'Angleterre, enfin les composants vers l'Angleterre sur les chaînes de prod, et à la fois compléter le réseau de distribution des pièces de rechange. La Hollande était le triptyque, entre guillemets, entre Paris, Prague et le complément sur l'Europe du Nord. Après, vous êtes dans les Midlands, c'est ça? Oui, c'est ça, on est en plein dans les Donc, Midlands. vous avez un direct en fait, des Midlands, vous avez un avantage, c'est que vous avez une ligne de ferry qui part des Pays-Bas et qui va directement aller à proximité des Midlands. Donc, en fait, on va aller directement sur la côte. Et donc, on va gagner du temps en termes de route et on n'aura pas la traversée de Londres ou de la zone londonienne qui ressemble par moments, même grandement, à la traversée de la région parisienne. Donc, ça veut dire que vos flux de véhicules, vous perdez quelques heures en traversée sur le ferry, mais par contre, vous avez un gain qui est extrêmement important en termes d'alimentation routière de l'autre côté. Vous avez aussi un autre avantage aux Pays-Bas que nous n'avons pas en France, c'est qu'à partir des Pays-Bas, vous arrivez à facilement injecter sur les réseaux de messagerie européens, parce qu'en fait, pour gagner du temps sur un réseau de messagerie, vous injectez directement dans le pays de destination. Je vous donne un exemple, vous faites un Pays-Bas vers Allemagne, vous allez charger votre marchandise dans un poids lourd et vous allez aller directement amener votre marchandise dans un réseau de messagerie côté allemand. Alors que ça se fasse pour JCB ou pour d'autres, c'est globalement pour tout le monde le même schéma. En fait, on va injecter dans le pays. L'avantage des Pays-Bas aujourd'hui, et JCB fait partie des nombreuses sociétés qui sont installées aux Pays-Bas. Vous avez Hewlett-Packard aussi, par exemple, aux Pays-Bas. Vous allez injecter directement sur la poste belge, enfin, sur un réseau de messagerie belge, sur un réseau de messagerie allemande, sur un réseau de messagerie français, où vous allez monter vers le nord de l'Europe assez facilement parce que la position, malgré tout, elle est très intéressante. Elle est moins bonne pour l'Europe du Sud. Mais par contre, pour le gros secteur qui va être Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas et toute l'Europe du Nord, Danemark, Suède, Norvège, etc., on est vraiment sur une position qui est extrêmement intéressante. Donc, les Pays-Bas aujourd'hui sortent vraiment du lot par rapport à ça. Et pour alimenter les Midlands, c'est la meilleure position géographique qui soit. Le seul petit bémol, si je peux me permettre, Loïc, c'est que depuis la Hollande, on ne sait pas faire du night service. Oui. Et donc, Paris est beaucoup plus compétent pour faire du service de nuit, puisqu'on France, 3 opérateurs qui nous font du service de nuit, alors que depuis la Hollande, on ne sait pas le faire. Ah, y a pas. Et donc, c'est un de mes arguments pour Paris et celle de Prague. Puis on a aussi des avantages en France. Voilà. C'est ça, non, tout à fait. Non, mais c'est des compléments techniques sur la Hollande. Aujourd'hui, c'est vrai que la Hollande tire vraiment son épingle du jeu en termes de logistique depuis une dizaine d'années. C'est organisé comme un hub, en fait. C'est un hub, ouais. Le hub Pan-Europe, le hub FedEx est situé en Hollande. On a plusieurs hubs situés sur cette zone-là aussi. D'accord.
D'autres questions? Non? Bon, bah, écoutez, Philippe, Loïc, il est 9h25. Je propose, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose, et si vous n'avez pas d'autres choses si vous avez une conclusion à donner. Importer, exporter, commercer. Loïc, Philippe. Exporter, exporter, commercer. Bon, et puis nous, on fait le lien entre les deux. C'est parfait. C'est ça. Eh bien, écoutez, je vous souhaite, merci beaucoup Loïc, merci Philippe. Je vous souhaite une bonne journée Bonne journée à tous. et donc à très bientôt.